Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé-Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Joly. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue, vous êtes député du Rassemblement national de l'Isère depuis 2022, membre de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes également conseiller régional depuis 2015. Et je rappelle que vous avez commencé la politique dans l'agglomération grenobloise en siégeant au conseil municipal d'Échirolles et puis à la métropole. Alors vous êtes élu aujourd'hui de la 6e circonscription de l'Isère. C'est la plus au nord, on la voit là sur cette carte, qui englobe des communes comme Crémieux, Morestel. Notamment, c'est un territoire qui est quand même plus tourné vers Lyon que vers Grenoble. Oui, un territoire qui est à cheval en réalité entre trois métropoles, celle de Grenoble, celle de Chambéry et celle de Lyon, qui est un territoire rural, qui est un territoire où il y a peu de moyens de transport, de locomotion et qui souffre notamment des déserts médicaux et par exemple des ZFE qui inquiètent beaucoup de populations, avec une population qui est très résiliente, qui souffre, qui est pauvre, mais qui est fière d'être française et qui le prouve. Alors vous avez confirmé votre ancrage sur ce territoire en étant réélu en juin dernier avec 62% des voix au deuxième tour, alors que vous étiez passé avec moins de 51% des voix en 2022. J'imagine que c'est une satisfaction d'avoir cette progression. Alors d'abord une déception parce que j'ai pas gagné dès le premier tour. Vous étiez à 47,5. Ouais, mais bien sûr une satisfaction. Et j'imagine que c'est le travail que je mène à la fois à l'Assemblée nationale et bien sûr, bien entendu, avant tout en circonscription, où j'essaye, parce que je suis avant tout un militant, d'être le plus présent sur le terrain, de faire un petit peu de la politique à la manière dont faisait aussi Alain Moine-Bressan il y a quelques années, c'est-à-dire serrer des mains, faire des bises, c'est au plus près des gens, de se mettre à leur niveau surtout, pas être prétentieux. Et c'est vrai que d'être présent partout, d'abord me procure un grand bonheur et j'espère aussi porte ses fruits et en tout cas me donne une utilité au sein du territoire pour les gens. Alors vous avez 34 ans, mais depuis le mois de juin, vous n'êtes plus le plus jeune parlementaire de l'Isère, ni le seul d'ailleurs du Rassemblement national. Il y a eu Thierry Pérez qui a été élu pour votre parti sur la 10e circonscription de l'Isère, qui est venu doubler les effectifs. Et puis Anan Mansouri, qui a 24 ans, qui elle est élue sur la 6e circonscription du côté de Vienne. Pour l'UDR, qui est le parti fondé par Éric Ciotti, c'est un parti allié. Vous considérez que vous êtes 3 députés isérois de la même famille ? Oui, on est 3 députés isérois. L'UDR fait partie de l'alliance de la droite que nous avons menée au mois de juin dernier. Et Anan a toute sa place, effectivement, dans notre famille politique avec Éric Ciotti, même s'il y a effectivement quelques différences de tendances, de notions, mais ce qui n'empêche pas de nous mettre d'accord sur l'essentiel et d'avoir remporté un certain nombre de victoires au sein de l'Assemblée nationale et également, c'est vrai, remporté 3 circonscriptions et il y en aura d'autres les prochaines années, ça me semble assez évident. Alors, on va parler du RN au cours de cette émission, un parti qui est dans la tourmente depuis le 31 mars. Et le verdict dans le procès qui concernait une vingtaine de ses membres et élus suspectés de détournement de fonds européens par le biais des postes d'assistants parlementaires. Alors, pour le tribunal, ce ne sont plus des suspicions, mais des faits établis, puisque Marine Le Pen, qui est accusée d'avoir organisé ce système depuis 2009 de détournement de fonds, a été condamnée. 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, 5 ans d'inéligibilité, 100 000 euros d'amende. Il y a eu d'autres personnalités du RN condamnées également dans ce procès. Vous avez été surpris de ces condamnations, Alexis Joly, ou elles étaient attendues vu la nature des faits reprochés ? Disons que la sévérité dans laquelle la juge a décidé de condamner Marine Le Pen et d'autres personnes est assez surprenante. Parce que Marine Le Pen clame son innocence d'abord et elle a fait appel récemment, donc nous pouvons espérer un autre procès qui puisse se tenir avant l'été 2026. Donc Marine Le Pen est à nouveau, en tout cas n'est pas, l'appel lui permet d'être, j'ai perdu le mot. Mais suspend la condamnation. Non, suspend pas la condamnation, mais elle est de nouveau présumée innocente. Voilà. La férocité dans laquelle Marine Le Pen et d'autres personnes ont été condamnées est surprenante. Et en réalité, tout au long de ces 2 ou 3 mois qui
entre le mois de septembre et le mois de décembre, la juge a fait preuve d'impartialité en réalité. Et Marine Le Pen nous avait expliqué qu'au bout de quelques heures, elle avait compris qu'elle serait traitée différemment des autres. Ce qui s'est avéré vrai d'ailleurs, puisque en réalité, cette opération, elle vise uniquement d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle, puisque dans son jugement, la juge a exprimé une possibilité de trouble à l'ordre public à l'occasion des élections présidentielles. Elle a bien précisé l'élection présidentielle. Elle n'a pas fait cas de l'élection municipale qui allait se dérouler l'année prochaine. Elle n'a pas fait cas d'une potentielle élection législative qui pourrait se dérouler à l'issue d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc l'objectif est réellement bel et bien, et c'est inscrit d'ailleurs noir sur blanc, d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle, l'empêchant donc de potentiellement devenir la prochaine présidente de la République, puisque c'est en tout cas ce que donnent tous les sondages, la victoire de Marine Le Pen, et qui empêche bien sûr 11 millions d'électeurs de porter leur voix sur la candidate Marine Le Pen. Donc c'est une opération qui est politique, c'est un jugement qui est politique, qui dépasse l'entendement, et malheureusement, en tout cas heureusement pour nous, je crois que les Français le comprennent, nos adhérents le comprennent. On a enregistré plus de 20 000 adhésions en moins d'une semaine. On a réuni plus de 7 000 personnes ou 10 000 personnes à Paris dimanche dernier. Et donc il y a une espèce de révolte qui se crée parmi les Français, parmi les militants, parce qu'ils ont bien compris aujourd'hui la nature de cette décision qui est politique et qui vise à empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle, comme cela a été le cas avec des niveaux différents. Fillon, qui a été empêché d'être candidat à l'élection présidentielle, et d'autres encore avant. On voit d'ailleurs quelques images du rassemblement que vous évoquiez à Paris. Il y avait peut-être moins de monde que ce que vous espériez, 7000 personnes selon la police, alors qu'on avait rameuté les troupes de toute la France. Vous savez, le Rassemblement national a toujours eu du mal. Moi, depuis que je fais de la politique, on n'a jamais transcendé les foules, on n'a jamais réuni énormément de monde dans les meetings. La différence des nos adversaires politiques, c'est que nous faisons 11 millions d'électeurs. Et c'est le plus important. Alors vous évoquiez un procès politique. Ça sous-entend que la juge aurait répondu à des consignes Pas forcément des consignes, mais on sait très bien que certains magistrats ont des tendances politiques qui sont à peine cachées d'ailleurs. Je vous rappelle l'existence du syndicat de la magistrature qui, lors des élections législatives au mois de juillet dernier, a appelé à faire barrage au Rassemblement national et à l'empêcher de gouverner. C'est inscrit dans un communiqué du syndicat de la magistrature. Donc on sait que certains magistrats sont des militants politiques. Voilà, c'est un fait révélé. Et donc même si je crois qu'il y a quand même une certaine dépendance, il n'y a pas de consignes qui sont données depuis là-haut, mais il y a quand même des juges qui prennent des décisions selon leur cœur et selon leur tendance politique. Bon, Bénédicte de Pertuis, qui est la juge en question, elle est affiliée à aucun syndicat, à aucun parti. On ne lui connaît pas de prise de position publique. Un petit peu, puisqu'elle avait déclaré quand même qu'elle avait décidé de se lancer dans une carrière de magistrate parce qu'elle avait été subjuguée par le talent d'Eva Joly. C'est bien la seule. Oui, mais son talent professionnel en tant que juge qui traquait justement la corruption. Ça peut être une noble intention de devenir juge pour traquer la corruption. Ou c'est peut-être aussi une tendance politique qui plaît également à cette juge. Bon, en tout cas, elle a appliqué la loi votée par les parlementaires, dont vous faites partie, même si cette loi en question, vous n'étiez pas encore en place. Une loi que le RN estime souvent trop laxiste. Alors là, pour le coup, on n'a pas eu une justice laxiste. C'est moins qu'on puisse dire. Mais on aimerait bien effectivement que la justice soit beaucoup plus dure envers le terrorisme du quotidien, envers les délinquants, les meurtriers, les multicondamnés qui sont généralement mis en garde à vue, puis relâchés par la police et de nouveau arrêtés quelques jours après. En réalité, je crois que la juge a voulu faire un coup et effectivement, elle a été extrêmement sévère avec Marine Le Pen et d'autres personnes. Encore une fois, pour des raisons que j'estime politiques et qui dépassent l'entendement. Je crois que l'objectif, encore une fois, était de flinguer Marine Le Pen politiquement et de faire preuve peut-être d'essayer
de marquer les esprits. Voilà, peut-être que cette personne-là voulait aussi se dire « Ah, j'ai condamné Marine Le Pen », voilà, tout simplement. Bon, vous évoquiez l'affaire François Fillon, effectivement, c'était lors de la présidentielle. Ça n'allait pas empêcher d'ailleurs d'être candidat, même s'il a été battu. Il y a une autre affaire qui concerne un ancien président de la République en ce moment, c'est l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Il y a des charges lourdes qui pèsent contre lui. 7 ans de prison ont été requis par le parquet national financier pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne. Si jamais il était condamné à cette peine, vous descendriez également dans la rue pour protester contre la décision de justice ? Je ne sais pas, mais en attendant, je considère effectivement que 7 ans de prison, ça paraît quand même assez excessif eu égard des personnes qui sont justement pas suffisamment condamnées alors qu'ils ont parfois assassiné des personnes, parfois dealé de manière organisée avec des filières internationales, etc. Moi, j'ai pas de sympathie particulière avec Nicolas Sarkozy. J'avoue que je connais un petit peu le dossier parce que j'ai lu ce qui était écrit dans la presse. Maintenant, j'ai le sentiment quand même que la justice veut se faire des politiques. Voilà. Et que c'est un trophée aujourd'hui que de pouvoir condamner un politique, même si parfois il y a pour des raisons qui sont bien évidemment condamnables, mais qui ne méritent pas l'acharnement de certains magistrats. François Fillon a été finalement condamné pour emploi fictif de sa femme pendant près de 20 ans. S'il avait été élu président de la République avec une telle condamnation, ça pourrait quand même poser problème. C'est aux Français de juger en réalité. Si les Français ont les tenants, les aboutissants, c'est à eux de se choisir un président ou une présidente de la République, tout simplement. C'est pas aux juges d'expliquer que telle ou telle personne ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Les Français sont des adultes, ils ont mûri collectivement la politique, ils s'intéressent à la politique, et donc lorsqu'ils portent leur voix sur un candidat, c'est qu'ils savent aussi quel est le projet d'abord pour le candidat, mais quelles sont aussi parfois les faiblesses de certains. Alors il y a une tradition dans cette émission, Alexis Joly, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité du jour. La semaine dernière, je recevais Frédérique Puissat, qui est sénatrice LR de l'Isère, et elle a choisi de vous poser une question justement en relation avec ce procès. Monsieur le député, bonjour. Ma question est assez simple. Après la condamnation de Marine Le Pen cette semaine, quel est l'avenir de votre parti politique ? La réponse est peut-être plus compliquée que la question. Non, la réponse est très simple. Nous avons engrangé 20 000 adhésions supplémentaires en une semaine. Donc il y a un engouement, bien évidemment, derrière le Rassemblement national, bien plus que chez les LR, il faut bien le dire. Nous portons une espérance incroyable. Je le vois en circonscription, où les gens, pour beaucoup de personnes, nous sommes leur dernier espoir. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui votaient avant à droite et qui ont été déçus, trahis par la famille politique de Mme Puissat et qui aujourd'hui se tournent vers nous parce qu'ils portent un espoir et que nous essayons bien sûr d'être à la hauteur de leurs attentes. Je crois aujourd'hui que toute la politique nationale se fait autour des élus du Rassemblement national. C'est nous qui dictons les thématiques. Nous parlons d'immigration en France parce que le Rassemblement national a été le premier à dénoncer la politique migratoire en France. Si aujourd'hui, on en parlera après, M. Retailleau montre les gros bras contre la délinquance et contre le narcotrafic, c'est parce que le Rassemblement national a été le premier à en parler. Si aujourd'hui, nous revenons effectivement à une réflexion sur la politique du nucléaire, c'est parce que nous avons été les premiers à défendre la souveraineté énergétique en France. Et nous sommes le centre politique de la France, y compris à l'Assemblée nationale, où il suffit que nous appuyions sur le bouton de la censure pour remplacer le Premier ministre par un autre. On va en parler effectivement dans la suite de cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une erreur stratégique du RN ? Là, vous parlez des 20 000 nouvelles adhésions, ce sont des militants, mais pour être président, être élu président de la République, il va falloir élargir au-delà des militants. Et depuis quelques années, le RN s'était forgé une image de respect des institutions, de bonne tenue à l'Assemblée nationale. Et puis là, d'un coup, parce que son chef est condamné, on renie ses engagements contre les juges, on conteste le pouvoir judiciaire, l'indépendance de la justice, on appelle les gens à descendre dans la rue pour protester, obligeant même la magistrate en question à être mise sous protection policière. Elle a eu énormément de menaces suite au
aux réactions des dirigeants du Rassemblement national. Là, ça casse un peu l'image rassembleur que le parti essaye de donner depuis plusieurs années. Alors déjà, vous dire que ce n'est pas normal, effectivement, que les juges soient menacés dans leur travail. Nous ne menaçons pas la juge, nous contestons une décision judiciaire. Oui, mais on la pointe du doigt, implicitement. Non, jamais. Nous n'avons jamais pointé du doigt un magistrat parce qu'elle est magistrate. Peut-être parce qu'elle a des tendances politiques, ça c'est différent. Mais la justice, les magistrats, les juges doivent pouvoir exercer leur travail de manière tout à fait naturelle, sans subir la pression de certaines personnes qui, si cela est avéré, seront condamnées. Voilà, vous pouvez me répéter votre question parce que l'image qui est donnée, en tout cas pour une frange de la population aujourd'hui, depuis ce procès, c'est d'un Rassemblement national qui finalement ne respecterait pas les règles de la République, notamment une règle fondamentale de la démocratie, qui est que la justice est indépendante et ne doit pas être remise en cause. Je crois encore une fois que nous sommes en démocratie et j'espère qu'on peut encore en France pouvoir contester ou discuter d'une décision judiciaire contre une personne. Et puis, il s'agit quand même de Marine Le Pen. Je veux dire, Marine Le Pen qui est donnée dans tous les sondages prochaine présidente à l'élection présidentielle. On sait comment ça fonctionne. Je veux dire, ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques mois, quelques semaines, n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'un candidat anti-Union européenne qui est arrivé en tête des élections en Roumanie, l'élection a été annulée sous pression de l'Union européenne et le candidat qui est arrivé en tête a été empêché de se représenter à cette élection. Donc on essaie d'effacer un petit peu le courant patriote pour obéir finalement à cette idéologie de l'Union européenne qui est défendue par l'intégralité. Quand même qu'il y a un complot, que c'est pas je dis pas qu'il y a un complot, mais lorsqu'on parle d'ingérence russe ou qu'on parle d'ingérence américaine en France ou dans l'Union européenne, on dit jamais qu'il y a des milliardaires russes comme M. Soros qui financent des activités, des associations, des courants de pensée en France et qui ont elles aussi des influences dans nos démocraties. Il y a eu le cas également aussi en Géorgie où le candidat pro-Union européenne a perdu. Et ben la présidente actuelle, s'est accrochée au pouvoir et elle refuse de quitter le pouvoir. Donc moi, si vous voulez, c'est plutôt ça qui m'inquiète dans la démocratie européenne, c'est d'avoir ce sentiment que ils nous laisseront jamais gagner en fait. Ils utiliseront tous les moyens à leur possession pour nous empêcher de gagner. Aujourd'hui, ils veulent empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Peut-être que demain, ils tricheront dans les urnes. Je sais qu'ils l'ont déjà fait dans certaines communes, ne vous inquiétez pas. On le sait, la triche existe en France. Mais peut-être que lorsque nous gagnerons, ils s'accrocheront au pouvoir et ne nous laisseront pas exercer ce pouvoir-là. Mais on est là aussi pour dire aux Français que si nous, on ne fait pas ce travail-là, si nous, on ne continue pas le combat politique pour les Français, personne ne le fera à leur place. Et donc, c'est aussi tout le rôle que nous avons. Et c'est aussi pour ça que nous portons l'espoir de millions de Français. Alors, dans la question de Frédérique Puissat sur l'avenir du RN, il y avait aussi l'avenir de Marine Le Pen. Si la peine était confirmée en appel, on saura ça à l'été 2026, normalement. Est-ce que votre position de la maintenir comme une candidate à l'élection présidentielle pourrait bouger ? J'ai du mal à imaginer en réalité cette possibilité que Marine Le Pen ne puisse pas être candidate à l'élection présidentielle. Non, là je vous parle de sa condamnation. Si elle était condamnée, même à une peine moins forte, mais qu'elle était condamnée, ce qui semble quand même assez probable dans ce procès. Si elle est condamnée et que l'inéligibilité à titre provisoire est maintenue, elle ne pourra pas être candidate. Et c'est cela que je vous dis que j'ai du mal à l'imaginer. Et très honnêtement, en interne, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Pour nous, Marine Le Pen sera candidate et on ne parle pas de plan B. Le plan B, c'est le plan Marine Le Pen encore. Donc même en cas de condamnation, sans inéligibilité, vous la soutiendrez. Je fais allusion, vous le savez, à la phrase de Jordan Bardella, qui, il y a quelques mois, exigeait un casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter à une élection au nom du RN. C'était en novembre 2024. Et puis, je pourrais rebondir sur des propos de Marine Le Pen qui sont un peu plus anciens, où elle estimait qu'un élu condamné à du détournement d'argent public, quelle que soit la peine, devait être inéligible à vie. Donc là, on a deux avis qui, finalement, seraient opposés à ce que le RN pourrait faire en cas de condamnation, mais avec une possibilité de se présenter légalement. Eh bien, vous leur poserez la question. Vous avez une position là-dessus ? Il y aura forcément un débat au sein du parti ? Non, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Ce sera Marine Le Pen, la candidate naturelle est Marine Le Pen. C'est elle qui porte l'espérance de millions de Français.
Voilà. Et donc, si les Français veulent Marine Le Pen, alors nous présenterons Marine Le Pen. Et si les Français élisent Marine Le Pen, alors tous nos adversaires politiques devront s'y faire et devront lâcher le pouvoir pour nous permettre d'exercer le pouvoir et de redresser la France. Parce que la France, on n'en parle pas beaucoup, mais elle a une grande difficulté. Et c'est notamment dû à toutes les personnes qui aujourd'hui sont ravis que Marine Le Pen ait des problèmes judiciaires. Bon, Jordan Bardella n'aurait pas dû dire ça. Alors, il s'est planté en novembre en parlant d'un casier judiciaire vierge qui paraît cohérent. Hein, vous lui poserez la question dans quelques semaines. Bon. Est-ce qu'il viendra en Isère, justement, Jordan Bardella? Il était venu l'an dernier à la foire de Beaucroissant. On voit quelques images. Alors, je ne sais pas s'il avait rencontré beaucoup d'agriculteurs, mais il avait rencontré beaucoup de fans à sa sortie de voiture. Est-ce qu'il reviendra pour l'édition 2025? Je crois que c'est indiqué dans son agenda, oui. Voilà. C'est quelqu'un dont vous êtes proche, Jordan Bardella, ou vous êtes plutôt sur le courant de Marine Le Pen? Il incarne aussi le marinisme, donc nous sommes proches idéologiquement, bien sûr, nous sommes presque identiques, j'imagine. Donc c'est quelqu'un de très grand talent qui, vous le voyez, attire énormément de monde autour de lui et qui a une manière de faire de la politique différente, c'est vrai. On a tous les deux la trentaine et donc c'est vrai qu'on se retrouve sur beaucoup de sujets. Nous avons commencé à militer en même temps et donc il aura tout mon soutien également en tant que président du Rassemblement national. Vous le verriez président de la République dès 2027 si le cas de figure se présentait? Mais si les Français le décident, tout à fait, bien sûr. Il a l'étoffe? Oui, je crois que oui. Oui, il l'a démontré. Bon. Alors on va revenir à la politique nationale. Est-ce que cette situation d'ailleurs va changer la stratégie du RN à l'Assemblée nationale? Le fait que Marine Le Pen ait été condamnée et qu'il y ait une incertitude sur sa potentielle candidature en 2027? Nous allons continuer à faire notre travail, nous allons continuer à respecter les institutions, à respecter le Parlement, c'est-à-dire à faire l'inverse de la bordélisation auquel nous assistons de la part de la gauche. Nous avons énormément de propositions, nous sommes constructifs, nous votons dans l'intérêt commun. Nous ne sommes pas dans la logique partisane où parce qu'un amendement ou une proposition de loi émane de la gauche, de LFI, nous serions automatiquement contre. Avant d'appuyer sur le bouton, on se demande quel est l'intérêt pour les Français. C'est notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français, ce n'est pas les intérêts partisans. Et donc c'est ce que les Français veulent et c'est ce que nous allons continuer de faire jusqu'aux prochaines élections législatives. Vous savez, les Français ils ont constaté que le Rassemblement national était une force de proposition, que nous étions crédibles et que nous pouvons aspirer à la fois prendre le pouvoir demain, mais surtout l'incarner et l'exercer. Et c'est aussi tout le travail de réflexion que nous menons à l'Assemblée. C'est pas seulement obtenir le pouvoir, mais c'est aussi pouvoir l'exercer. Bon, les Français ne portent pas dans leur cœur le gouvernement Bayrou, hein, si on en croit les sondages, avec une cote de popularité très, très basse. Vous ne l'avez pas censuré, ce gouvernement Bayrou? Ça veut dire que vous êtes satisfait de son action? Non, nous ne l'avons pas censuré au mois de janvier parce que nous considérons encore une fois qu'il faut au moins laisser sa chance à un gouvernement de pouvoir déjà expliquer quelles sont ses intentions. Et puis parce que la France connaissait des difficultés liées à l'absence d'un budget. Donc il fallait effectivement en responsabilité pouvoir présenter un budget aussi mauvais soit-il, et que moi j'ai beaucoup critiqué, mais qui au moins a le mérite d'exister, au moins la mérite de stabiliser le pays, enfin plus ou moins stabiliser, parce qu'en réalité, on voit très bien que le budget est très mauvais et il a des conséquences assez néfastes pour les Français. Mais au moins, il a permis de pouvoir se projeter sur les prochains mois. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui de censurer François Bayrou à l'occasion d'une motion de censure, bien sûr. C'est des hypothèses que oui, c'est des hypothèses que nous évoquons. Je crois que s'il ne respecte pas sa parole, notamment sur la question de la proportionnelle, ou s'il décide d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions de retraite, là, il nous trouverait face à lui. Parce que la censure, en réalité, elle a été extrêmement bénéfique pour les Français. Je veux dire, la facture d'électricité a baissé de 15% au mois de février. On a empêché la hausse de 40 milliards d'euros d'impôts et taxes supplémentaires. Donc ça, ce sont des choses positives pour les Français qui les touchent directement, même s'ils ont le sentiment que c'est un petit peu éloigné et que surtout on entend une petite musique parfois médiatique et parfois militante de la part d'adversaires politiques qui expliquaient qu'une motion de censure allait provoquer la fin de la vie sur la Terre, alors qu'en réalité la Constitution prévoit ces aléas qui sont
qui sont parfois bénéfiques. Et ma foi, peut-être que François Bayrou sera censuré dans quelques mois, quelques semaines, on ne sait pas. Vous savez peut-être mieux que moi, en tout cas, puisque vous êtes au cœur de la machine. Et comme vous l'avez rappelé, c'est le RN qui peut décider ou pas de faire tomber ce gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a un ministre isérois, un collègue à vous, puisqu'il est député, Yannick Neuder, très engagé pour la lutte contre les déserts médicaux, que vous évoquiez aussi concernant votre circonscription. Il est crédible dans ce poste et sur ses missions? Alors il est crédible dans le sens où il est médecin, donc il sait de quoi il parle, et ça c'est très bien. En revanche, moi j'ai pas le sentiment que son action politique aujourd'hui, elle ait porté ses fruits. Ça fait que quelques mois, c'est vrai. Mais par exemple, lorsqu'il a été nommé ministre autour de Noël, je lui ai envoyé un courrier le jour même de sa nomination parce qu'il y avait les urgences de Bourgoin et de Pont-de-Beauvoisin qui fermaient régulièrement la nuit. J'attends toujours ma réponse. Donc, si vous voulez, on pouvait s'attendre à ce en tout cas certaines personnes pensaient que le fait d'avoir un ministre isérois allait régler les problèmes médicaux en Isère. Ce n'est pas du tout le cas. Après, je connais très bien Yannick, c'est quelqu'un qui est très engagé, qui est sur le terrain. Mais voilà, il y a des difficultés auxquelles il ne répond toujours pas. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution, effectivement, pour à la fois permettre l'embauche, mais la formation, en tout cas, de nouveaux médecins supplémentaires et surtout faciliter leur installation dans les déserts médicaux qui sont ruraux, mais qui sont aussi dans les zones urbaines, où beaucoup de médecins ne souhaitent pas s'installer parce qu'ils ont peur d'être agressés ou parce que le territoire n'est plus du tout attractif pour y faire de la médecine. Et ça, ce sont des choses que nous dénonçons depuis que je suis élu, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Au début, j'étais le seul à le faire, mais maintenant, tout le monde est d'accord pour s'accorder à dire qu'effectivement, des médecins ne veulent plus s'installer en milieux ruraux parce que les territoires ruraux ne sont malheureusement plus attractifs, mais également non plus dans les milieux urbains où ils risquent de se faire menacer et parce que certains se font agresser, menacer et empêcher d'exercer leur profession. Il faut les obliger à s'installer justement dans ces déserts médicaux, comme on le fait pour les professeurs. Un professeur, il n'a pas le choix, il va là où on lui dit d'aller pour qu'il y ait une répartition à peu près homogène sur le territoire. Pas forcément obligé d'obliger les gens. Moi, j'ai du mal toujours avec la contrainte, mais on peut les inciter, ces personnes-là, à venir s'installer. C'est ce qui est fait depuis des années, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut les inciter, il faut peut-être leur non proposer, par exemple, aux médecins retraités de pouvoir reprendre leur activité, de ne pas payer d'impôts sur le revenu pour pouvoir les inciter à retravailler et à s'implanter justement dans ces déserts médicaux. Je crois qu'il faut les inciter fiscalement, financièrement. Et puis je crois qu'il faut aussi redynamiser, bien évidemment, tous les territoires ruraux qui aujourd'hui sont quasiment enclavés, où on a des difficultés à la fois à embaucher tout court, à se déplacer, à se former, à aller se soigner. Voilà, c'est tout un travail. De toute manière, je crois qu'il faut reprendre tout le travail de A à Z, pas seulement... je pense qu'il faut recréer un cercle vertueux qui reporte la France un petit peu vers le haut en termes d'éducation, en termes de transport, en termes d'ambition, en termes de rayonnement, en termes de réindustrialisation, etc., etc. Et je peux faire la transition, du coup. Alors, il y a un autre ministre qui prend la lumière dans ce gouvernement de François Bayrou, c'est Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui a d'ailleurs fait une conférence de presse cette semaine pour dresser le bilan de ses 6 premiers mois d'action, parce que lui, il faisait déjà partie du gouvernement de Michel Barnier, qui a été censuré avant Noël. Bruno Retailleau, d'ailleurs, qui est passé en visite, on le voit là sur ces images, à Grenoble, il y a quelques semaines. Il veut reprendre notamment le contrôle de l'immigration en France. Comment vous jugez son action? Il est un peu sur une ligne qu'on peut avoir également du côté du Rassemblement national sur ces questions. Eh bien, il est comme beaucoup de LR, que je connais d'ailleurs, pas M. Retailleau personnellement, mais beaucoup de LR que je connais. C'est-à-dire qu'il parle comme le Rassemblement national et il vote systématiquement comme la gauche. Ce que vous ne montrez pas sur ces photos, c'est qu'à 200 mètres, il y avait un point de deal à l'Alma et qu'une personne sur le bâtiment en S a filmé depuis son balcon la cérémonie tenue par M. Retailleau, et à 200 mètres, il montrait qu'il y avait des gens qui étaient en train de dealer. Et M. Retailleau était venu justement précisément pour parler de lutte contre le narcotrafic. Donc si vous voulez, il y a ce choc parfois des images, il y a le choc de ce que ressentent les Français et le choc de ce que peut dire un responsable politique, un ministre, et malheureusement les faits derrière qui ne suivent pas. En réalité, M. Retailleau n'a rien fait pour lutter contre le narcotrafic. Il y a toujours autant de dealers, les opérations coup de poing sont utiles 12 heures, 18 heures, et puis finalement les trafics reprennent, parce qu'en réalité, la justice a des carences
pour condamner justement les trafiquants de drogue, a des carences pour appliquer les peines des dealers. La France a des carences pour lutter contre le trafic de drogue, pour lutter, pour rétablir la fouille dans les ports, etc., etc. Le budget de la douane a extrêmement baissé. J'ai rencontré les douaniers, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et puis, en termes d'immigration, M. Retailleau est totalement impuissant. Il souhaite appliquer les OQTF, mais elles ne sont toujours pas appliquées. Parce qu'il n'y a pas cette décision, cette volonté politique aujourd'hui que de prendre ce problème à bras-le-corps et parfois de devoir décevoir la gauche. Parce que toute la droite, ils parlent comme nous, mais ils ne veulent surtout pas déplaire à la gauche qui parfois les aide à se faire réélire. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est que pour avoir le courage de lutter contre le narcotrafiquisme, pour avoir le courage de lutter contre l'immigration, il ne faut pas se poser la question de savoir de qu'est-ce que la gauche, l'équipe de la bien-pensance va penser de nous. Il faut agir dans l'intérêt des Français, il faut être courageux, il faut être fort, il faut être rapide, il faut être intransigeant. Et aujourd'hui, je crois que Bruno Retailleau manque de cette intransigeance, manque de cette volonté politique, vraiment, même au-delà des mots. Il n'a pas eu de résultat escompté, et donc c'est problématique. Alors, il a été bloqué effectivement par l'État algérien quand il a voulu renvoyer en Algérie des étrangers, enfin des Algériens en situation illégale en France, les fameuses OQTF. Comment vous, si vous aviez été au pouvoir, vous auriez pu forcer nous serions un revenus, pays étranger nous serions revenus sur les accords 68. Mais je vous rassure, le petit storytelling de Bruno Retailleau, elle n'est même pas cousue de fil blanc. C'est-à-dire que vous avez des énormes câbles qui sont cousus comme ça, fluorescents. Monsieur Retailleau se plaint de ne pas pouvoir expulser les OQTF. Et puis, il souhaite être candidat à l'élection des LR. Et donc, il démissionnera de son mandat, en tout cas de son poste de ministre de l'Intérieur, pour pouvoir se présenter à l'élection interne des LR en disant, vous voyez, je n'ai pas pu faire mon travail, exercer ma mission correctement, convenablement au sein du ministère de l'Intérieur. Donc je décide de démissionner pour me présenter ensuite à l'élection présidentielle. Vous pourrez ressortir les images lors d'un prochain JT. On va voir, puisque c'est prévu au mois de mai, donc on va vite voir si le scénario que vous évoquez va se réaliser. Mais c'est sûr. Il y a un autre candidat à cette élection interne des LR, c'est Laurent Wauquiez, que vous connaissez bien, puisque vous avez siégé, et vous siégez encore sur les bancs du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez qui a fait cette semaine une proposition, celle d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre et Miquelon. Est-ce que là, il n'est pas en train d'essayer de doubler le RN sur sa droite ? Il double rien du tout. Il fait du chasse-neige parce que sa campagne interne bat de l'aile, c'est ce moins qu'on puisse dire. Il le donnait à moins de 5% dans l'intégralité des sondages, donc il sait qu'il ne sera jamais président de la République. Mais par ego, il souhaite évidemment être candidat à l'élection présidentielle, et donc remporter l'élection interne des LR. Et donc pour ça, il utilise des petits artifices comme ça pour essayer de marteler quelque chose, alors que la seule chose qu'il a martelé, c'est qu'il a été élu grâce aux voix des écologistes au mois de juillet dernier. Donc il n'y a rien à attendre de monsieur Wauquiez. Moi, je suis un petit peu surpris, si vous voulez, qu'on utilise des territoires d'outre-mer comme des espèces de variables d'ajustement. C'est un manque de respect pour un territoire qui est magnifique d'ailleurs. Et je crois que s'il avait vraiment voulu expulser les OQTF, il faut dire que ces OQTF doivent être expulsés dans leur pays d'origine. C'est tout. Les OQTF, par définition, n'ont rien à faire sur le territoire français, et les DOM-TOM, Saint-Pierre et Miquelon, n'ont pas vocation à servir de camp d'enfermement ou de je ne sais quoi pour les OQTF. Laissons les habitants de Saint-Pierre et Miquelon tranquilles. Laurent Wauquiez, qui était favorable comme d'autres à une restriction du droit du sol à Mayotte, il la demande d'ailleurs pour l'ensemble du territoire français. Là, il est en phase avec vous. Ah oui, effectivement, il est en phase avec nous. Peut-être un petit peu trop tard, parce que nous, ça fait 15 ans que nous le proposons. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque nous le proposons et que nous le faisons mettre aux voix à l'Assemblée nationale, les LR, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votent comme la gauche et votent contre notre proposition. Laurent Wauquiez, qui est président du groupe LR à l'Assemblée nationale, pour vous, donc il joue la carte de la provoque pour exister médiatiquement avec ce genre de sortie. J'ai même pas envie d'avoir passé plus de temps à parler de M. Wauquiez en réalité, donc je vais répondre oui.
Bon, il y a un autre élu local qui aime manier aussi la provoque médiatique, c'est Éric Piolle, qui a demandé dernièrement à tester les députés de l'Assemblée nationale, faire des tests salivaires pour voir s'ils consommaient ou pas de la drogue. C'est un test sur lequel vous seriez prêt à jouer le jeu? Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je propose aussi qu'on aille tester les élus à la sortie du conseil municipal de Grenoble. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la légalisation? Parfois, il n'y a pas besoin d'un test salivaire, on a le test olfactif qui suffit. Bon, moi, je n'ai jamais siégé dans aucune de ces assemblées, donc je vous fais confiance. Éric Piolle qui propose aussi plus sérieusement, là je pense que c'était plus de la provoque, sa proposition de tester les parlementaires, mais qui est sur une ligne de légalisation du cannabis, estimant qu'on n'arrive pas à contrer ce trafic et que finalement ça pourrait faire des recettes pour l'État, ça pourrait développer une filière agricole en France de légaliser la consommation du cannabis. Non, moi je suis viscéralement opposé à cette légalisation du cannabis parce que c'est une solution de facilité. Et puis vous savez, dans les pays qui ont permis la légalisation donc, du cannabis, que ce soit la Hollande par exemple, ou le Canada, en réalité, vous avez des filières différentes de drogues qui se mettent en place, avec des drogues beaucoup plus dangereuses, avec des effets beaucoup plus nocifs pour les habitants. Et donc je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je crois plutôt en la répression, en la prévention bien sûr, en la répression, mais pas en la légalisation, non. Alors vous avez évoqué, on change de sujet tout à l'heure, les retraites, comme quoi la baisse des pensions de retraite pouvait être une ligne rouge à ne pas franchir pour le Rassemblement national, qui pourrait entraîner une censure. En ce moment, la réforme des retraites est en discussion entre les partenaires sociaux et le patronat. François Bayrou a appelé ça un conclave qui devrait d'ailleurs se terminer prochainement. On était parti sur une durée de 3 mois, si je me souviens bien. Vous en entendez quoi de ce conclave ? Alors d'abord, nous ne sommes pas intégrés au Rassemblement national, donc nous, le combat, nous le menons dans l'hémicycle. Malheureusement, je crains que ce conclave accouche d'une souris, parce que je ne vois pas comment est-ce que l'on pourrait en même temps... Et d'ailleurs, il a énormément de mal à pouvoir s'organiser, à pouvoir se dérouler comme il le faut, puisque beaucoup de gens ont claqué la porte, sont revenus, sont repartis, etc., ont cassé de la vaisselle, et finalement ont recollé de la vaisselle, mais en même temps nous a expliqué qu'il fallait entrer dans l'économie de guerre. On sait que l'État, le déficit de l'État va être bien davantage dans le rouge, qu'il va falloir faire des économies supplémentaires. Donc je ne vois pas comment est-ce que le gouvernement... D'ailleurs, ils l'ont exclu tout de suite. Hein. On sait très bien qu'ils ne reviendront pas à 62 ans. Ils l'ont expliqué. Donc, mais c'est un petit peu la méthode Bayrou d'essayer un petit peu de donner à l'un, donner à l'autre, faire croire qu'il y a des discussions, des échanges, des réunions, des machins, pour au final... n'aboutira à rien, et je crois que ce conclave n'aboutira à rien. Je crois que les Français aujourd'hui, s'ils veulent un retour à la retraite à 62 ans, il va falloir qu'ils votent pour Rassemblement national en 2027. Vous restez favorable justement à cette mesure, ce retour en arrière sur l'âge de la retraite? Marine Le Pen évoquait même 60 ans. Non, les 60 ans, c'était... il y a longtemps. Il y a quelques années. Aujourd'hui, nous, Vous êtes sur 62 ans 62 ans pour les carrières courtes, et puis ensuite un dégressif pour les personnes qui ont commencé à travailler un peu plus tard. Si jamais on reste sur les 64 ans à l'issue de ce conclave... Alors, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais faire le programme du Rassemblement national, et puis je suis incapable de vous dire quel sera précisément notre programme en 2027, mais aujourd'hui, nous sommes contre effectivement cette réforme. Nous sommes tellement contre que nous avions proposé au mois de novembre, au mois d'octobre, je ne sais plus, à l'occasion de la niche parlementaire du Rassemblement national, de revenir à la retraite à 62 ans, un sujet auquel nous sommes majoritairement favorables dans l'Assemblée nationale. Avec puisque la gauche, exactement, puisque la gauche y est favorable, et par posture idéologique, toute la gauche n'a pas souhaité voter notre proposition à revenir à 62 ans. Donc ils sont un petit peu responsables, par 2 ou 3 fois d'ailleurs, la gauche, à cette mesure antisociale de retraite à 64 ans, parce que d'abord ils ont voté Emmanuel Macron 2 ou 3 fois, ils ont voté à chaque fois pour des députés En Marche, parfois ils se sont même désistés pour faire élire des députés En Marche, et malheureusement ils n'ont pas soutenu notre proposition la dernière fois. Donc ils ont une certaine part de responsabilité, je trouve. Allez, on reste dans le domaine économique avec la décision très attendue ce jeudi du tribunal de commerce de Lyon sur l'avenir de l'usine chimique Vancorex du Pont-de-Claix, un redressement judiciaire depuis 8 mois. Les juges du tribunal, qui sont des chefs d'entreprise, je le précise, avaient le choix entre un projet de coopérative porté par des salariés et des collectivités locales qui préservait 250 emplois sur les 450 actuels, et puis une offre d'un groupe chinois à minima avec une 50aine d'emplois préservés seulement.
et c'est la proposition chinoise qui a été retenue, entraînant un tollé dans la classe politique. Comment vous réagissez à cette décision, Alexis Joly ? C'est une honte, c'est un scandale, mais en même temps, c'est aussi la politique menée par Emmanuel Macron depuis des années, c'est-à-dire dépecer, vendre, brader. Alors aujourd'hui, notre industrie chimique, mais c'est vrai aussi pour le photovoltaïque, c'est vrai aussi pour les voitures électriques, c'est vrai aussi pour les éoliennes, c'est vrai pour le textile, c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour énormément de secteurs de l'économie qui aujourd'hui sont mis en concurrence déloyale, mais c'est même plus du dumping, c'est du vol que la France subit aujourd'hui dans toute une part de son économie, parce que l'idéologie imposée par Emmanuel Macron, mais pas seulement, par la droite, par la gauche, et par l'Union européenne, empêche aujourd'hui la mise en place du patriotisme économique et d'une souveraineté européenne et française. Aujourd'hui, on parle de souveraineté européenne. Nous parlons de souveraineté française. Il y a quelques années, lorsque nous parlions de souveraineté française, de patriotisme économique, on était des ringards. On se foutait de notre gueule. On rigolait. On disait dis n'importe quoi, vous connaissez rien, vous êtes nuls. Et aujourd'hui, tout le monde a emmagasiné, a compris qu'il fallait aujourd'hui faire comme tous les autres pays du monde, comme le font la Chine d'ailleurs, parce que la Chine a mis en place une politique très protectionniste de son économie. Les États-Unis le font, le Canada le fait, l'Australie le fait. Il n'y a que la France qui ne le fait pas. Il n'y a que l'Union européenne qui se laisse envahir de produits chinois. La filière, je crois que aujourd'hui, même en Isère, on rencontre énormément de difficultés. Beaucoup d'entreprises sont mises en difficulté par la Chine. C'est le cas de Vencorex, c'est le cas de Timtex dans ma circonscription, c'est le cas de Valeo à Bourgoin, enfin à l'île d'Abo, c'est le cas aussi de Photowatt à Bourgoin, Photowatt qui était la dernière entreprise française à fabriquer des panneaux photovoltaïques. Mais voyez, on ne peut pas critiquer à la fois le dumping économique que nous fait la Chine et en même temps favoriser ces entreprises-là. Par exemple, la métropole de Grenoble et les communes de la métropole, elles utilisent un label qui s'appelle Citergie, je crois, qui vise à mettre en place des panneaux solaires sur les panneaux, sur les bâtiments publics. Très bien, mais ce ne sont que des panneaux photovoltaïques chinois ou qui viennent d'Asie. Donc il y a une espèce de contradiction dans les agissements des élus, notamment de gauche, avec la réalité aujourd'hui qui leur éclate au visage, avec malheureusement, effectivement, une tragédie pour un secteur de la chimie, qui fabrique des composants extrêmement importants dans l'industrie, pour la défense, pour le spatial. Voilà, donc je trouve aussi que certaines personnes qui ont pleuré beaucoup sur la situation de Vencorex devraient faire aussi leur examen de conscience. Voilà. Vous évoquez peut-être Christophe Ferrari, qui est le président de la métropole, qui est le maire également du Pontet, qui sera d'ailleurs notre prochain invité dans cette émission, qui lui, un peu comme vous d'ailleurs, a clairement pointé la responsabilité de l'État, estimant que le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, n'avait rien fait. Je peux me permettre de dire quelque chose de supplémentaire. Effectivement, je rejoins M. Ferrari sur certains points. J'ai été présent avec Christophe Ferrari et d'autres maires, Raphaël Guerrero et d'autres parlementaires de l'Assemblée du Sénat, à une réunion au mois de février, je crois, autour de François Bayrou. Et j'ai très vite compris, effectivement, qu'on assistait plus à une tentative peut-être de diversion, où on faisait semblant d'essayer de parler, d'examiner, qu'on avait le dossier, je parle de Matignon, qu'ils avaient le dossier en tête et qu'ils allaient faire quelque chose. Et à l'issue de cette réunion, je savais très bien qu'il ne se passerait pas grand-chose. Et malheureusement, l'État a une responsabilité terrible dans cette situation. Elle a laissé l'entreprise être vendue à son principal concurrent chinois. C'est surréaliste. Mais malheureusement, encore une fois, c'est aussi permis par l'absence totale d'une politique de souveraineté économique, de réarmement face à nos adversaires, à nos concurrents économiques. Et donc ça, pour le coup, je suis d'accord avec M. Ferrari, sauf que nous défendons depuis très longtemps l'idée de patriotisme économique. Il aurait fallu nationaliser, même temporairement. C'est ce que nous demandions, oui, tout à fait, c'est ce que nous demandions, une nationalisation temporaire. Et à l'issue de cette réunion avec le Premier ministre a dit non, il est hors de question qu'on nationalise. Donc c'était difficile
à la sortie de cette réunion, de se projeter vers une situation positive, même si effectivement les élus locaux et beaucoup de salariés se sont démenés pour essayer de trouver une solution qui visiblement était à 2 doigts d'aboutir. Donc cette décision est d'autant plus incompréhensible. Ouais. Alors, j'ai peut-être trouvé un sujet sur lequel vous seriez en phase avec le gouvernement actuel de François Bayrou. C'est l'instauration d'une dose de proportionnel dans le scrutin législatif. Il y est favorable, comme je crois le Rassemblement national. Est-ce que vous savez si cette mesure va aboutir à quelque chose ? Alors, on en parle de plus en plus. Visiblement, le Premier ministre devrait rencontrer les présidents de groupe pour discuter de cette proposition. Elle devrait peut-être être présentée d'ici cet été à l'Assemblée. Ouais. François Bayrou qui est favorable aussi un retour en arrière sur la loi du non-cumul des mandats. Qu'est-ce que vous en pensez ? À titre personnel, j'y suis assez opposé. Maintenant, c'est des discussions qui doivent être négociées. Ça me paraît difficile de pouvoir revenir afin d'instaurer la proportionnelle sans présenter de cumul des mandats. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre pour le coup. Alors on peut quand même cumuler aujourd'hui, vous êtes la preuve puisque vous êtes conseiller régional et député, hein, ça dépend des types de mandats. Comment vous arrivez d'ailleurs à gérer les deux ? Très bien, vous savez, la région se réunit de moins en moins. On se réunit, je crois, 4 plénières par an, donc tous les 3 mois. Mais vous savez, quand on fait ce métier-là, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Donc, encore une fois, je le redis, on tire un peu un trait sur sa vie perso et familiale pour pouvoir se consacrer uniquement à notre mandat et aux Français. Bon, la région qui a quand même pointé vos absences répétées en séance plénière et aux réunions en commission pour engager une procédure en juin dernier mettant en doute vos mots d'excuses, des arrêts maladie en l'occurrence. Mais écoutez, mon état de santé n'a pas à être divulgué sur la place publique. Voilà. C'est une procédure qui est en cours encore aujourd'hui ? Vous n'avez pas eu de nouvelles de leur part ? Vous pourriez être amené à rembourser des indemnités ? C'est un peu, je crois, l'idée de cette démarche ? Je ne sais pas. Bon. Puisqu'on parle de cumul des mandats, est-ce que vous envisagez de vous présenter aux prochaines municipales ? Vous avez déjà été candidat à cette élection. J'ai été candidat 2 fois aux élections municipales. Ce sera ma 3e campagne, mais a priori, je ne serai pas candidat en tête de liste sur une liste, sur une commune. Je serai plutôt en fin de liste pour essayer de pousser la liste d'une commune que je pense que nous allons gagner. D'accord. Ce serait quelle commune ? Je pense que ce sera les Avenières. Sur votre territoire actuel. Vous votez dans cette commune ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes domicilié électoralement je vote sur la commune, je suis électeur de la commune, oui. Est-ce que vous avez toujours un magasin à Villard-de-Lans ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une enquête publique en cours actuellement et jusqu'au 30 avril à Villard-de-Lans sur le projet immobilier porté par Tony Parker pour aménager une résidence de tourisme haut de gamme sur le site de la Côte 2000. Sur les images qu'on voit, c'est au départ des remontées mécaniques. Centaines d'appartements pour loger jusqu'à 700 personnes. C'est un sujet très clivant sur le massif du Vercors. Comme vous avez votre activité là-bas, quelle est votre position sur ce projet ? C'est très clivant comme dès que vous avez des personnes qui arrivent avec des idées, un dynamisme, cette volonté de changer, de bousculer un petit peu les choses. À Villard-de-Lans, la population est quand même assez entêtée. Vous avez les habitants de longue date qui, comme moi, veulent effectivement, sont assez favorables à un changement, voilà, un renouveau, un dynamisme, parce que l'on sait qu'on doit beaucoup au tourisme, au ski. Je veux dire, moi, mon commerce, il tourne grâce au ski. Il ne vit pas grâce aux habitants de Villard-de-Lans qui ne consomment pas local. C'est d'ailleurs étonnant, d'ailleurs, parce que beaucoup de gens issus de la gauche qui clament qu'il faut consommer local, bien ne le font pas, et surtout s'opposent à tout. Ils s'opposent à tout. Voilà, ils voudraient vivre reclus, ils voudraient que le tourisme s'arrête en fait. Ils veulent la fin du ski, ils le négocient d'ailleurs à travers les chartes, notamment la charte du parc naturel régional du Vercors, où il est indiqué la fin du ski à Lens-en-Vercors. Ils veulent finalement qu'on finisse comme Rancurel ou Saint-Martin-en-Vercors, voilà, c'est-à-dire des communes très charmantes, mais où tous les commerces sont fermés malheureusement, au profit d'autres communes comme Villard-de-Lans. Donc j'ai bon espoir parce qu'en réalité, on entend surtout l'opposition, mais beaucoup de gens sont favorables à ce projet parce qu'il va redonner un nouveau souffle à la commune, il va permettre d'attirer du monde, notamment en dehors des saisons, et ça c'est important. Il va, j'espère aussi, permettre d'attirer de nouvelles populations, de nouvelles catégories qui viennent à Villard-de-Lans, ils viennent pratiquer le ski.
Je crois qu'en réalité, il faut, de manière globale, en France, avoir une réflexion sur la montagne pour permettre à la montagne de travailler, d'investir, de se développer et surtout, donner moins d'importance aux associations environnementales et aux écologistes qui empêchent la moindre évolution du monde. Les écologistes qui seront également, j'imagine, remontés contre le projet des Jeux Olympiques dans les Alpes en 2030. C'est la région qui pilote ce projet avec le Sud. C'est bien parti pour vous, ce dossier ? Je crois que pour les Alpes, oui, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Pourvu que ça dure, il y a eu quelques problématiques de nomination de personnes. Et c'est là aussi que l'ego de certains entre en piste, avec des tensions entre les uns et les autres. Mais je crois que la montagne, elle mérite bien plus que ça, bien mieux que cela. Et de toute façon, les sportifs et cet événement se fera avec ou sans... certaines personnes qui sont là, je suis désolé, je ne donne pas de nom, mais sont là pour flatter leurs égos. Et puis de toute façon, j'ai bon espoir que ce soit Marine Le Pen qui puisse inaugurer ces Jeux Olympiques. Ce sera effectivement en 2030, donc ce sera le nouveau ou la nouvelle présidente de la République qui aura ce privilège. Avant ça, il y aura les JO en 2028 aux États-Unis, et là c'est Donald Trump qui les inaugurera. Ce sont les Jeux d'été à Los Angeles. Comment vous jugez l'action de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche ? Je crois qu'il respecte son programme. En réalité, nous on fait mine d'être surpris par les décisions qu'il a prises récemment, mais en réalité, s'il applique son programme de manière brutale, c'est vrai, nous, on n'a pas l'habitude de faire de la politique de cette manière-là. Nous, vous savez, nos dirigeants politiques sont plutôt mous, ils hésitent, ils sont tiraillés, ils ne disent pas les choses. Donc là, il y a un président qui affirme avec brutalité, c'est vrai, avec une manière particulière qui est la sienne. Voilà, la réalité, c'est qu'il défend son pays, il défend son peuple, il défend son économie. C'est vrai que c'est dur à encaisser, j'imagine, pour l'économie américaine aujourd'hui, mais j'imagine que c'est ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ce que font mes dirigeants, mais je pense que les Américains savent ce que Donald Trump veut faire, où il va les amener, et puis on verra dans quelques temps quels seront les bénéfices pour les Américains. Mais la réponse que nous devons avoir, nous, en France, c'est de faire la même chose. Nous, on ne sait pas défendre les intérêts des Français. Nous, on veut continuer à brader. On l'a fait avec la Chine hier, une industrie de la chimie qui est vendue aux Chinois. C'est pas possible aux États-Unis, c'est plus possible. Et nous, on continue. Voilà, donc il y a une différence de traitement, en tout cas entre nos deux continents. Il vous fait pas peur aujourd'hui, Donald Trump ? Non. J'ai pas peur de Donald Trump, non. J'ai plutôt peur d'Emmanuel Macron. J'ai plutôt peur, vous voyez, d'Elisabeth Borne qui veut obliger les enfants à choisir un métier dès la maternelle. J'ai plutôt peur de certains politiques qui veulent encore accueillir de l'immigration, etc. Moi, c'est plutôt mes dirigeants qui me font peur. On sent quand même certaines résistances, alors pas chez vous, Alexis Joly, mais Jordan Bardella avait reculé cet hiver. Il devait intervenir lors de la convention conservatrice aux États-Unis, ce qui était une audience assez exceptionnelle pour un dirigeant français. Et puis, c'était un retour en arrière au dernier moment, suite à des saluts nazis de certains dirigeants américains. Nous ne sommes pas des soutiens de Donald Trump. Nous, ce que nous pouvons saluer, c'est le fait qu'effectivement, un président défend d'abord son pays. Voilà, Make America Great Again, c'est défendre, c'est rendre la grandeur à l'Amérique, c'est défendre les Américains. Nous, on nous parle de défendre l'Union européenne, etc. Nous, on veut défendre l'intérêt des Français. Encore une fois, je vous le dis, quand on vote un texte, on se demande quel est l'intérêt des Français. Et c'est en cela que j'ai une pointe d'admiration pour lui, bien sûr, parce que c'est rare aujourd'hui de trouver des dirigeants qui sont prêts à sacrifier leur vie, qui se prennent des balles pour défendre leur peuple. Voilà. Nous, on a des dirigeants qui, lorsqu'ils sont éjectés à coups de pied aux fesses, sont recasés dans des emplois bien payés ou parce qu'ils ont été nommés par leurs amis. Voilà, c'est la différence. Il y a un autre dirigeant qui défend son peuple à sa manière en ce moment, c'est le président d'Israël, Benjamin Netanyahou, qui a reçu aussi la visite de Jordan Bardella. C'était la première fois dans l'histoire du Rassemblement national ou du Front national qu'un élu était reçu officiellement en Israël. On se souvient que Jean-Marie Le Pen a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme. Il a dû se retourner dans sa tombe. Non, pourquoi ? Je crois aujourd'hui que les Français de confession juive ont compris que nous étions la manière de les protéger face à l'augmentation des faits d'antisémitisme, de l'islamisme, qui aujourd'hui attaque de manière très importante les Français de confession juive. Ils nous ont, ce voyage a été organisé par Israël.
Donc c'est Israël qui nous a accueillis, qui a accueilli Jordan Bardella. Et donc c'est très bien aussi pour les discussions, les échanges, les relations que chacun doit avoir entre les deux pays. Jordan Bardella a été reçu comme un chef d'État, comme Marine Le Pen a été reçue comme une chef d'État il y a quelques semaines en Afrique. Aujourd'hui, la caricature que veulent faire de nous, nos adversaires politiques, est désuée, elle est ringarde. Et les Français comprennent aujourd'hui que nous sommes leurs protecteurs, que nous allons protéger le peuple français, et y compris les Français de confession juive, qui, eux, savent qui les menace. Eh ben merci Alexis Joly à vous. Pour ces réponses à mes questions. Il vous reste une mission, cette fois c'est à vous de poser une question, pas à moi, mais à l'invité de la prochaine émission, qui sera donc Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole. Bonjour Monsieur le Président, cher Christophe. Vencorex sera donc vendu à une entreprise chinoise, mettant en concurrence donc nos entreprises et étant donc symptomatique de l'absence aujourd'hui de souveraineté économique et de patriotisme économique. Pourtant, on a vu depuis de nombreuses années la gauche, notamment attaquée par de nombreuses normes, par de nombreuses attaques vis-à-vis de l'énergie en France, mettant en concurrence, encore une fois, nos industries françaises. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu responsable, vous et vos amis en France et au Parlement européen, sur une situation qui aurait pu être évitée si nous avions appliqué depuis quelques années le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent? Merci Alexis Joly. Christophe Ferrari vous répondra sur ce plateau dans la prochaine émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les QG politiques de Télé Grenoble en ligne sur notre site internet. Il y a même ceux d'Alexis Joly des années précédentes. Merci à tous.